Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ok, c'est parfait. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents parmi nous. Merci au cabinet d'accompagnement et de conseil IDEA qui nous fait l'honneur de sa présence pour amener un contenu de qualité sur un thème qui, je pense, est très important aujourd'hui, qui est adapter son modèle économique en situation de crise. D'autant plus que voilà, on s'aperçoit bien que les entreprises qui tirent un petit peu leur épingle du jeu actuellement, ce sont celles qui sont capables de s'adapter, de pivoter, de se remettre en question, quelle que soit leur taille, petite, moyenne, grand groupe. On voit que voilà, beaucoup de démarches sont entreprises pour ne pas subir plus que ça, mais plutôt être acteur. Donc je pense qu'on aura l'occasion à travers différents exemples d'étayer tout ça et d'illustrer tout ça. Juste deux mots sur ce qu'on fait nous au sein de la Technopole. On est structure d'accompagnement pour des entreprises innovantes. Du coup, l'adaptation, les pivots, le choix et le challenge du modèle économique, c'est un peu notre quotidien aussi. On aurait pu essayer de porter ce sujet par nous-mêmes, mais je pense qu'on a préféré laisser la parole à des véritables experts avec certainement plus d'expérience que nous. Donc, on est ravis d'avoir IDEA Conseil avec nous. Voilà, donc nous, pépinière d'entreprise, incubateur et également voilà, accompagnement sur le territoire du sud du Tarn. Pour la petite présentation, c'est fait. Pour les règles du jeu par rapport à cet atelier, on va être ensemble pour une heure à peu près. Une partie, voilà, il y a une présentation, un support. Et également, il faut que ça soit interactif avec la possibilité pour vous de vous exprimer par le biais du chat. On relaiera les questions. On a déjà eu des questions qui nous sont parvenues par ailleurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir interagir avec les différents intervenants, avec vos cas particuliers, vos questions. Et puis, voilà, on est à la disposition. Donc, manifestez-vous par le chat. Je relayerai vos questions. Et sans plus attendre, du coup, on va laisser Paul, Charles et Julien attaquer la présentation avec une petite présentation de leurs activités. Si c'est bon pour tout le monde, je vous laisse la main. Merci. Merci. Et Merci Yann. je vais partager l'écran de suite. Voilà. Hop, avec Paul. Ok, c'est à vous. C'est parti. Merci beaucoup. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Paul Martin. J'ai été dirigeant de filiale chez Michelin pendant une vingtaine d'années et depuis 20 ans, formateur et consultant. On a créé avec Julien et Charles, qui ont été mes étudiants, le cabinet IDEA en 2013. Notre but, finalement, avec ce cabinet, c'est d'essayer d'accompagner les entreprises, en général des entreprises de croissance, en mettant les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on participe, on se contente pas de donner des conseils, on participe. On peut travailler un jour par semaine ou un jour par mois dans une entreprise pour aider à mettre en œuvre le changement. C'est un peu notre vocation, hein, et pour ça, on va faire tout ce qui paraît nécessaire quand on détecte un point faible pour le traiter, pour le résoudre. Et le but de cette conférence, c'est finalement de montrer qu'on est dans un, vous savez, aujourd'hui, la crise que l'on vit est un révélateur, donc on est dans une situation un peu chaotique, mais c'est un révélateur de la nécessité d'adapter les modèles économiques en permanence. Et pour ça, cette adaptation, ça va être, là, on voit bien que ça va être une condition de la survie d'un certain nombre d'entreprises qui sont très touchées par cette crise. Et pour ça, on va essayer de vous aider, donc de partager un outil que nous utilisons, que mettons au point, et que quand on parle de modèle économique, donc business model pour les Américains, bien souvent, peu de gens ne parviennent à aider à bien définir de quoi on parle. Et là, mon objectif, ma première étape, c'est de bien aider à simplifier au maximum le concept. Qu'est-ce que ça veut dire le modèle économique? Eh bien, on a une espèce de balance, on a un équilibre
qui est instable entre d'une part ce que j'offre, donc à gauche, mon offre marketing, mon offre commerciale, dont le but est d'attirer des cibles, c'est de vendre, c'est de distribuer, c'est de fidéliser pour produire des revenus. Et d'un autre côté, les moyens que je mets en œuvre, moyens techniques, les machines, les bâtiments, moyens humains, mon réseau, et qui représentent évidemment des coûts. C'est cet équilibre entre les deux que je vais pouvoir mesurer par l'équation financière et avec un certain nombre d'indicateurs qui sont quelle est mon activité sur le marché, est-ce que je suis rentable, est-ce que je suis solvable. Voilà les 9 points clés de décodage d'un modèle économique d'entreprise et on va essayer de voir dans la situation actuelle qu'est-ce qui peut se produire, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des interférences majeures de l'environnement sur le modèle économique de l'entreprise. Alors, je voudrais d'abord détailler un peu la problématique de l'offre. Aujourd'hui, attirer les clients, vendre, distribuer, fidéliser, ça se traduit par une bonne compréhension de ce qu'ils attendent, ces cibles, ces clients. Et ça, on l'appelle, nous, facteur clé de succès. C'est-à-dire qu'on essaie de détailler quels sont les éléments clés, quels sont les facteurs qui vont faire que le client va être intéressé par mon offre. En fait, on le fait toujours, ça. Simplement, on ne peut pas répondre à tous les facteurs clés de succès. Tout le problème est là, en fait. Si nul n'est capable de répondre de manière absolue et parfaite à tous les facteurs clés de succès, il nous faut choisir. Et le positionnement de mon entreprise, c'est les choix que j'ai faits. Il y a des facteurs clés sur lesquels je réponds bien, il y en a d'autres sur lesquels je ne réponds pas bien. Voilà mes choix de positionnement. Dans certains cas, ça fonctionne, dans certains cas, ça ne fonctionne pas et je perds mes clients. Pour le premier exemple tout simple, aujourd'hui, si vous savez, je vois les producteurs de muguet aujourd'hui, il faut que le 1er mai, le muguet soit en fleurs et il faut qu'il soit prêt à être vendu. Vous voyez que là, ils ont un challenge parce que les brins de muguet, ils vont être en fleurs le 1er mai, mais pour qu'ils soient vendus, il va falloir avoir accès aux clients, donc il va falloir pouvoir les distribuer. Or, les fleuristes sont fermés et en ce moment, toute la filière se bat pour trouver des solutions, pour influencer les solutions, pour influencer la réglementation. Je voyais hier encore les pêcheurs. Les pêcheurs, à l'heure actuelle, un des gros problèmes des pêcheurs, c'est que leur distribution habituelle, une des grandes parts de leur distribution, c'est les restaurateurs. Et ils se retrouvent à jeter leurs poissons à l'heure actuelle. Donc, c'est assez dramatique. C'est-à-dire que quand on a une crise, une disruption importante de ce type, notre offre peut se retrouver simplement parce qu'un des éléments du modèle économique ne fonctionne pas, comme la distribution, on peut se retrouver avec toute notre offre qui est à jeter. Donc, on voit bien que c'est très sensible aujourd'hui, mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'évolution du modèle économique, on n'a pas un seul horizon. On a l'horizon très court terme, immédiat, le 11 mai. On a l'horizon qui vient derrière, d'ici la fin d'année, d'ici 2 ans, qu'est-ce qui va se produire. Et puis, on a l'horizon plus long terme, qu'est-ce que va devenir notre société. Et il nous faut être en cohérence sur tous nos points de modèle économique en permanence et dans ces différents horizons. Et c'est évidemment la principale difficulté quand on fait évoluer son modèle économique. Il ne faut pas avoir simplement l'œil sur le guidon, il faut être en mesure d'avoir un peu plus de visibilité à long terme. Sur les moyens, évidemment, les outils, les locaux, les machines, on avait il y a quelques jours une discussion avec un certain nombre de chefs d'entreprise qui se demandaient s'ils allaient garder leur bureau. Vous voyez, parce que finalement, on s'est mis au télétravail, on voit bien que ça fonctionne, on voit bien que dans le temps, la part de télétravail va très fortement augmenter. À l'heure actuelle, toutes les demandes, nous, qu'on a en termes de formation sont évidemment des demandes à distance. Et du coup, on peut se poser la question sur l'évolution des moyens techniques. Évidemment, sur l'équipe. L'équipe, c'est pas seulement les gens, c'est aussi tout ce qui est autour, notre organisation, notre management. Et là, aujourd'hui, on voit que c'est plus difficile de manager parce qu'on manage à distance, parce que on a des difficultés à bien écouter les gens parce qu'on ne les voit pas, ils ne sont pas en face. Et on a des difficultés à communiquer de manière précise. Vous
savez, si vous oubliez aujourd'hui quelqu'un en destinataire d'un mail, ben, il n'aura pas l'information, il n'aura aucun moyen de l'obtenir. Il ne pourra pas écouter dans les couloirs ce qui se passe pour être mis à jour. En plus de ça, il y a tout le réseau, toutes les personnes qui sont autour et qui nous permettent de produire notre offre de manière efficace, bien souvent sans être sur la feuille de paye. Donc, on peut prendre cet exemple, Julien, d'une entreprise qui est dans le secteur, Ouais, peut-être présente pas. je vais donner un autre exemple. Pour enchaîner, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Julien Cotte et je suis plutôt sur l'axe financier et entrepreneuriat. Donc, on a des entreprises comme vous. Et l'idée, comme l'a dit Paul, c'est de faire pour nos entreprises, de faire pour vous ce qu'on fait pour nos entreprises. Donc là, c'est un excellent exemple. Donc, sur vraiment arriver à modifier son modèle pour arriver à couvrir au moins les charges fixes. Donc, c'est une entreprise qui fait des vêtements pour enfants, donc plutôt des vêtements de cérémonie, orienté mariage, baptême, et on sait qu'en ce moment, c'est assez compliqué. Donc, c'est vraiment un secteur qui est sinistré. Donc, quel était ses choix, hein, puisque plutôt que de tout couper, de tout arrêter et de rompre un petit peu la continuité de l'entreprise, ce qu'a fait cette entreprise-là, c'est d'essayer de mettre à disposition de certains acteurs ses ressources clés. Cette entreprise-là, ses compétences clés, c'est du digital, c'est de la conception de sites internet. Ils ont un développeur en interne capable de faire des sites internet. Et en tout cas, ils ont une partie de l'effectif qui est capable de proposer des prestations digitales. Et c'est ce qu'ils ont fait pour d'autres sociétés qui, à l'inverse, ont de la demande, mais n'arrivaient pas à répondre à cette demande par manque de site internet. Donc, des petits commerçants, le fleuriste du coin, pareil, la pépinière. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aidé ces entreprises-là avec leurs ressources. Et ça, en fait, ça leur a permis de couvrir plus ou moins les charges, mais en tout cas de ne pas cesser l'activité et de limiter leurs pertes. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et dans la continuité de ce modèle-là, ce qu'ils ont fait, c'est que là, ils commencent à se pencher sur aider les clients, donc leurs propres clients. Donc ça, c'est vraiment solliciter votre réseau. C'est donc aider leurs clients. Eux, c'est des petits. Donc ils ont une partie B2C, une partie B2B. Dans le B2B, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils aident leurs clients, donc essentiellement des boutiques qui vendent des vêtements pour enfants, et bien justement à continuer un petit peu leur activité, à être plus présents sur les réseaux, sur la distribution, à partager leur savoir-faire aussi de distributeurs, puisque c'est le cœur de leur métier, donc vraiment le partage. Et ça, en le faisant à leurs clients, et ben, en fin de compte, ça leur permet de tisser des nouveaux liens, de les aider. Et ça, c'est aussi constructif pour l'après-crise. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des façons de ne pas tout stopper, de ne pas tout arrêter, puisque la difficulté de tout arrêter, c'est qu'ensuite, quand on redémarre, c'est beaucoup plus long et on risque même, quand on ne répond pas à une demande existante, de perdre des parts de marché et de façon plus ou moins durable. Donc voilà, c'était un petit exemple là-dessus. Intéressant. J'ai une question du coup par rapport à ça, Julien. C'est cette intervention, cette adaptation de l'entreprise, est-ce que Oui. c'est des démarches qui sont à titre gratuit, bénévole, ou est-ce qu'il y a eu mise en place d'une tarification, d'un modèle financier par rapport à ça, un modèle de revenu spécifique par rapport à ça? Alors, donc il y a tout à fait une adaptation du modèle de revenu. En fin de compte, là, il faut comprendre que c'est énormément du réseau qui joue, donc c'est des personnes qui sont assez implantées dans leur écosystème, mais c'est-à-dire qu'ils ont des amis qui sont fleuristes, et en fait, ce qu'ils font, c'est que ils ont créé un modèle gagnant-gagnant. Si ça fonctionne et si ça se passe bien, si les premiers tests, les premiers retours se passent bien et qu'il y a de la rentabilité pour le fleuriste, qu'il y a en tout cas du chiffre d'affaires généré pour le fleuriste, là-dessus, il y a une rémunération. Sinon, le deal était de faire une offre donc rémunérée, mais de façon un peu plus long terme. Et en fin de compte, ça, c'est aussi idéal pendant cette crise. C'est ce qu'avait montré Paul, c'est que le financement est accessible. Donc même si vous facturez, donc la priorité pour vous, c'est de facturer immédiatement et de couvrir vos charges. Et en fin de compte, le paiement est moins important puisque vous pouvez vous le faire financer. Donc votre besoin en fonds de roulement est moins important. Donc là, les deals que passe cette entreprise-là, pour répondre à ta question, Yann,
Là, la priorité est de générer un petit peu de revenus, de pas bâtir, de pas avoir un prix ferme, mais par contre d'arriver à essayer de couvrir ses charges, donc de prendre ce que les gens sont capables de payer et ce que en fait l'offre est capable de générer comme nouveau revenu pour le partenaire, quoi. Ok, Bien donc c'est clair. souvent, bien souvent, cet équilibre-là, vous voyez peut-être le cas à la télé de tous ces restaurateurs. À l'heure actuelle, les restaurateurs sont désespérés parce que ils perdent complètement, ils n'ont plus rien à faire et en fait, ils ont un savoir-faire et il y a des produits qui arrivent, qui arrivent sur le marché. Donc, bien souvent, le démarrage se fait par du bénévolat. Ils font des paniers repas pour les hôpitaux. Au départ, c'est du bénévolat et c'est bien au moins de démarrer ça, mais ça oblige ça à redémarrer la cuisine, à redémarrer l'approvisionnement, donc finalement à se remettre en ordre de marche au ralenti. C'est ce que font Voilà. beaucoup d'acteurs à l'heure actuelle, c'est de se remettre en ordre de marche au ralenti, parce que les grosses industries, ils vont être obligés d'en passer par là. Évidemment, on ne peut pas faire du bénévolat à vie, et ensuite, il faut arriver à trouver des pistes qui permettent de vendre. Et je pense que les restaurateurs vont accélérer la vente à l'emporter. Ça, c'est clair. Parce que c'est assez facile. Et il est clair que pour tout de suite, ça permet de redémarrer la cuisine. Mais sur le plus long terme, on peut anticiper qu'ils vont avoir une forte baisse de productivité dans les restaurants par les problèmes de distanciation sociale et que donc ça va être un complément indispensable à leur modèle de revenus. Ils vont donc devoir modifier leur modèle économique sans aucun doute sur le long terme pour pouvoir arriver à un équilibre économique stable. Voilà, c'est ça, on voit qu'il y a des adaptations de modèles économiques qui vont être sur du ponctuel, du court terme, mais on voit aussi qu'il y en a certaines qui peuvent représenter des belles opportunités pour du moyen et long terme. Ça, c'est intéressant. Ok, parce qu'après, de toute façon, on voit que les entreprises qui sont capables de proposer, c'était pour ça que je posais la question du bénévolat, offre gratuite, parce qu'à défaut de rentrer de l'argent, on peut aussi gagner en visibilité et montrer aux gens qu'on reste présent, qu'on reste actif et envoyer un message plutôt positif. Il y a deux façons de tirer un peu son épingle du jeu, c'est de maintenir des rentrées d'argent financières, mais c'est aussi d'accroître peut-être par des actions caritatives, solidaires, sa visibilité, sa notoriété. Ok, c'est ça. Il y a un point clé là aujourd'hui, avec un certain nombre d'entreprises, on voit venir pour 2020 une grosse perte. Donc il y a des aides financières, il y a tout un tas de solutions, on y viendra un peu après. Il y a tout un tas de solutions pour arriver à survivre, mais survivre c'est pas un objectif. Survivre c'est pas un objectif. L'objectif c'est d'arriver à trouver sa place de manière durable et cohérente. Et bien souvent, je pense à tous ceux qui sont dans l'événementiel, c'est assez dramatique. Quand vous vous dépensez des centaines de milliers d'euros pour préparer un événement et qu'on vous dit qu'il n'aura pas lieu, l'adaptation, elle est quand même assez redoutable. Donc, toute cette problématique-là va se traduire par des changements profonds dans les modèles économiques et du coup, on va se retrouver à vendre probablement à d'autres cibles, autre chose et d'une manière différente. Exactement. C'est assez redoutable. Voilà. On va venir vers des abonnements. Je voyais là même les formations. Vous voyez, nous, on est très, très impliqués dans la formation. Donc, la formation professionnelle continue. Normalement, moi, je devais être à Paris pour 2 jours de formation pour un gros client avec une quinzaine de personnes qui venaient de toute la France, qui auraient pris leur billet d'avion, moi aussi, et on aurait réservé l'hôtel et le restaurant. Cette formation, évidemment, là, pour l'instant, elle est tombée à l'eau. Et la seule solution maintenant qui se profile de transformation de cette formation, ça va être des webinaires en ligne, des supports que je vais envoyer, des échanges avec les participants qui vont rester chez eux, je vais rester chez moi, on va étaler dans le temps, mais on va arriver finalement au résultat qu'ils veulent, c'est d'avoir fait les progrès qu'ils veulent dans leur domaine. Alors, toutes les contraintes qu'il y aurait habituellement, si j'avais proposé, moi, il y a 3 mois, de faire cette même formation en ligne, on m'aurait rionné. On m'aurait dit c'est pas possible, ça marchera jamais.
Aujourd'hui, plus personne ne discute, plus personne ne rit, on le fait. On le fait Oui. plus ou Ça moins marche. bien, je suis d'accord. Non, quand même bien. Ouais. Non, mais on peut toujours améliorer. Il y a plein de changements. Sincèrement, on a dû s'adapter très, très, très vite hein, sur tous les supports, sur tous les outils. Mais ce changement-là, il est indispensable et à mon avis, il est durable. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à la période d'avant après le 11 mai. Ça, c'est clair. Hein. Donc, il y a des acteurs qui vont revenir à fond. Alors évidemment, les coiffeurs, ils vont être bookés, hein, ça c'est sûr, mais il y a des activités qui vont devoir s'adapter de manière très, très, très importante et on peut le voir arriver de manière très forte. Donc vous voyez que quand cette balance-là, quand il y a le moindre petite incohérence, la moindre petite faille dans ce système peut entraîner une situation financière catastrophique. Ouais, mais après, pour revenir sur l'exemple, je ferai juste une petite parenthèse là-dessus. L'exemple des coiffeurs, il est très bon parce qu'on a l'impression que c'est un métier qui ne peut fonctionner qu'en présentiel et qu'en physique, mais on a vu qu'ils étaient aussi capables de s'adapter grâce au digital par le biais de webconférences, de tutos. Ouais. Donc, en fait, le canal pour les entreprises qui sont très, on va dire, euh, on va dire opérationnelles, physiques, c'est aussi d'amener peut-être de la formation et pas que de la prestation de coiffure, par exemple, mais c'est aussi d'amener de la formation et des conseils pour dupliquer son modèle économique. Alors, ne pas être juste sur l'exécution de couper des cheveux, mais aussi de peut-être amener une expertise par le biais de canaux digitaux. Nous, on a eu une entreprise qui s'est manifestée, qui voulait être là ce matin. C'est un bureau d'études. Ils ont concrètement aujourd'hui, ils sont à l'arrêt en termes d'activité. Par contre, ils ont mis en place des systèmes de tutos et de bonnes pratiques en termes de développement. Donc, en gros, ils mettent à disposition leur savoir-faire pour expliquer aux gens comment fonctionne telle ou telle partie de la programmation, que ce soit du software, du hardware, des systèmes embarqués, des choses de ce type-là. Et en gros, ils se font connaître par ce biais-là. Ils amènent de l'information aussi par ce biais-là, alors qu'ils ne peuvent plus réaliser les chantiers et les prestations qu'ils avaient forcément en cours. Donc, c'est aussi une capacité à avoir une présence digitale, une présence informative. Oui, on a d'autres exemples là-dessus. Par exemple, on a une SS2I aussi qui a vu un gros salon du numérique annulé sur Paris. Et en fin de compte, tous les participants, toutes les entreprises étaient prêtes. Et du coup, ce qu'a fait cette SS2I, c'est de monter dans le salon. Donc, c'est de monter un petit salon en ligne digitalisé. Et en fin de compte, toutes les entreprises se sont retrouvées là-dessus. Et il y a eu plus de 5000 participants. Donc, euh, donc ça aussi, c'est toujours, en fait, on va dire le chamboulement un petit peu de l'environnement, donc de tous les modèles économiques de toutes les entreprises, va créer des nouvelles demandes et des nouvelles opportunités. Des nouvelles opportunités parce que le modèle change, mais aussi parce que vos concurrents, certains ont totalement cessé leur activité. Et du coup, il y a de la demande, même si la demande globalement est plus faible, comme il n'y a plus d'acteurs, il y a quand même de la place. Donc ça c'est assez important. Là-dessus, on avait un autre exemple. C'était donc une entreprise dans le BTP sur du carrelage. J'avais trouvé j'avais trouvé le modèle assez sympa. En fin de compte, cette petite PME, l'avantage c'est que comparé aux gros groupes Castorama, Conforama, tous les gros groupes Leroy Merlin, c'est eux l'avantage c'est qu'ils sont très flexibles et que du coup ils se sont rendus compte qu'il y avait toujours de la demande parce que tout le monde était à la maison pour faire des petits travaux et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis en ligne donc sur un réseau social ils ont fait une petite pub en mettant un des produits phares du carrelage gris qu'ils avaient en stock à des prix attractifs donc en mettant une grosse promo et là tout de suite ça a généré pas mal d'attractivité, de commentaires, beaucoup de demandes, puisqu'ils étaient quasi les seuls sur le marché. Et eux ont été capables justement d'accueillir ces personnes-là en laissant leur entreprise fermée, donc les barrières fermées, ils discutaient à travers le portail, et ça leur a permis en fait d'échanger comme ça et d'écouler leur stock. Et en plus, il y a deux choses intéressantes, c'est que
leurs fournisseurs, eux, n'avaient pas arrêté du coup la distribution, donc ils ont pu se faire réapprovisionner. Et en plus, quand les personnes viennent chercher le carrelage, ben, ils achètent aussi de la colle, ils achètent aussi d'autres produits autour. Et en fin de compte, l'activité continue. Donc, on se rend compte que certaines entreprises arrivent à continuer leur activité, voire même à profiter de la crise, hein, c'est toujours pareil. Et donc, il y aura aussi la conséquence d'après, c'est que ceux qui ont fermé auront beaucoup plus de mal à repartir. Et alors que ceux qui sont restés et qui en plus arrivent à tirer leur épingle du jeu, eh ben, vont sortir renforcés et probablement avec certains avantages durables sur le reste du marché, puisqu'ils se seront fait connaître, ils auront des nouveaux clients, ils auront donc pris des parts de marché, et en plus ils sortiront renforcés d'un point de vue financier, alors que certaines entreprises, en ayant tout cessé, auront amputé quand même quelques exercices derrière, puisque on va le voir juste après, mais il faudra rembourser les emprunts qui ont été faits, quoi. Ouais. Donc voilà, On est monté dans le chat qui nous dit de faire attention par contre à ne pas tomber quand on communique dans de l'opportunisme. Je pense que l'opportunisme, c'était quelque chose qui était très risqué au cours des 15-20 premiers jours où toutes les communications étaient, on pouvait imaginer que il n'y avait pas forcément que des bonnes intentions, mais il pouvait aussi y avoir des effets d'aubaine. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme on est dans une logique où on veut reprendre, on est moins sur l'aspect sanitaire, mais on est plus sur l'aspect économique, comment on peut reprendre économiquement, intelligemment l'activité. Effectivement, on peut commencer à reparler de son activité commerciale, on peut commencer à reparler de promotion, d'offres un peu intelligentes, adaptées aux besoins, parce qu'on a un peu plus de recul aussi maintenant, quoi. Donc, c'est vrai que l'opportunisme, c'était un risque. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit un peu moins et on tend plus vers une reprise économique, on va dire, vertueuse. Je retourne la justement, parole. ce commentaire est tout à fait intéressant. En fin de compte, je lisais un article justement qui reprenait un petit peu ces nouveaux modèles et ces nouveaux modes de fonctionnement. En fin de compte, on se rend compte que justement tous ceux qui communiquent de façon opportuniste se font détruire. Donc, en fait, on le voit de façon assez marquée. Il y a quand même une demande générale qui est plus proche du solidaire, qui est plus proche de l'éthique, qui est en fin de compte, qui sanctionne de façon assez forte justement ceux qui essaient de profiter un petit peu de ces situations, mais profiter dans le sens négatif du terme, quoi. Donc ça, Ouais. c'est assez marquant. Les Je voudrais comportements prendre l'exemple assez frappant. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment dans une pépinière, chez un pépiniériste, mais les pépiniéristes, ça y est, ils ont réouvert, hein. Ils ont réouvert parce que ils ont des produits de première nécessité, les plants de tomates, la nourriture pour chiens, des animaux vivants, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour expliquer qu'ils avaient des produits de première nécessité et qu'ils étaient en mesure de faire en sorte que les clients soient en sécurité dans leur point de vente. Donc, ils ont mis en place une désinfection des chariots, un parcours, des plastiques aux caisses. Donc, ils ont réussi à redémarrer et c'est critique pour eux parce que là, eux, ils sont dans une période de très, très forte saisonnalité. S'ils ne démarrent pas maintenant, ils jettent l'intégralité du stock, hein, de plantes et de plants. Donc, on voit bien que parfois, on n'a pas le choix. On est obligé de s'adapter. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est réglementation, administration est beaucoup plus flexible, beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus en mesure d'aider à l'adaptation, même si là aussi, il y a toujours des progrès à faire. Donc, on se retrouve avec des situations vraiment très opposées, de gens qui n'ont plus rien à faire parce que tout est arrêté, et de gens qui sont complètement débordés dans un certain nombre de domaines et qui ne trouvent pas de main-d'œuvre, qui essayent par tous les moyens d'arriver à assurer leur production. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il va falloir, première étape, assurer la survie. C'est-à-dire qu'en fait, on doit comprendre à très court terme et à moyen terme quelles sont les perspectives auxquelles on peut s'attendre. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas faire des business plans sur toutes les hypothèses possibles. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a trop d'hypothèses possibles. Mais par contre, il y a des scénarios probables.
Et en fait, nous, on travaille surtout là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie de se concentrer sur, bon, qu'est-ce qui nous semble vraiment probable, qu'est-ce qui devrait arriver. Et quand on pense que ça paraît quand même assez sérieux comme hypothèse, eh bien, on le chiffre. On essaie de mettre des chiffres derrière, on essaie de voir, bon, qu'est-ce qui se passe si ça se produit, et donc, quelles sont les décisions qu'il faut qu'on prenne quand cette probabilité-là apparaît. Voilà. Donc ça, c'est très très important, notamment pour le prévisionnel de trésorerie. Hein. Je vais laisser Julien. Oui, là-dessus, donc là-dessus, je vais faire un peu plus de finance d'entreprise, et un peu plus terre à terre, donc d'un point de vue pilotage. Et Paul le disait très bien tout à l'heure, donc il y a vraiment différents horizons, et notamment le court terme. Et d'un point de vue court terme, la priorité pour vous aujourd'hui, peu importe votre situation, c'est d'arriver à sécuriser votre entreprise. Donc sécuriser votre entreprise, c'est par exemple le dirigeant de salle de sport qui se retrouve en fermeture administrative. La priorité pour lui, c'est de décaler déjà tous ses paiements, paiement des loyers, prélèvement de tout type de décalage des remboursements d'emprunts, par exemple. C'est de préserver, le premier mot est de préserver un maximum votre trésorerie, puisque cette trésorerie-là vous offre du temps. La deuxième chose, c'est, après l'avoir préservée, cette trésorerie, c'est de la sécuriser. Donc, pour ça, il faut arriver à faire des anticipations sur comment la crise va impacter votre modèle. Et là-dessus, d'un point de vue sécuritaire, c'est plutôt sur un scénario un peu, donc sur des scénarios un peu négatifs. Comment, sur un scénario négatif, je suis capable de sécuriser mon entreprise. Et donc, quel va être le décalage de mes encaissements? Donc, ça, c'est la première chose. Décalage de mes encaissements. Si mon activité est stoppée, c'est mes stocks. Mes stocks vont s'accumuler. Ça, il faut bien comprendre que vos stocks sont immobilisés dans vos entreprises, donc votre argent est dehors. Hein. Vous avez payé vos fournisseurs, donc vous avez payé vos fournisseurs, mais vous n'aurez pas de rentrée d'argent immédiate. Il faut bien comprendre. Donc, ça, c'est du besoin en fonds de roulement. Ça n'a rien à voir avec votre rentabilité. C'est vraiment c'est vraiment arriver à gérer votre cash, donc sur votre compte bancaire, c'est votre argent. Il faut bien comprendre, donc un autre petit exemple, que quand vous avez un client d'habitude qui vous paye à un mois, à 30 jours, bah, vous avez un mois de chiffre d'affaires dehors. Quand il va vous payer à 3 mois, 5 mois, bah, vous avez entre 3 et 5 mois de chiffre d'affaires dehors. Donc, si on prend l'exemple sur plusieurs centaines de milliers d'euros, bah, vous vous rendez compte que ce montant-là va augmenter. Plus le décalage des paiements clients va augmenter, plus ce montant-là va augmenter, c'est proportionnel. Et c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, c'est ça qu'il faut arriver à financer. Donc ça, c'est la première chose. Et pour ça, arriver à bien quantifier ça, c'est arriver à bien prévoir et à anticiper les encaissements. Est-ce que vous allez avoir des encaissements sur les prochains mois? C'est arriver à bien facturer de façon éthique, bien sûr, mais c'est d'arriver quand même à essayer de maintenir un petit peu votre activité. Et ça, en fait, c'est totalement éligible au PGE, donc au prêt garanti par l'État. Et c'est ça que vous devez faire financer. Alors, on a toujours tendance à avoir peur de s'endetter, ça, on est d'accord. Mais là, pour le coup, l'argent est disponible, pas très cher, à 0,25 sur la première année. 0,25 sur la première année, quand vous empruntez 100 000 euros, c'est 250 euros d'intérêt. Ça couvrirait même pas les frais de dossier d'un emprunt classique. Donc, il faut comprendre que la priorité, c'est de sécuriser votre entreprise. Donc, de sécuriser votre entreprise, c'est dans un scénario négatif, donc dans un scénario pessimiste, comment vous arriver à emprunter assez pour financer un scénario pessimiste. Ça vous permet de sécuriser votre boîte. Et au pire, et au mieux même, hein, si vous n'utilisez pas cet argent, vous le rembourserez dans un an. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Julien, j'avais une question par rapport, on avait une question et j'avais une question par rapport à justement cet emprunt. Ça reste une dette. Est-ce que d'un point de vue, c'est un petit pas de côté, est-ce que d'un point de vue d'un investisseur, parce qu'on a aussi des entreprises innovantes qui sont en phase de levée de fonds, est-ce que d'un point de vue investisseur, ce prêt-là peut être préjudiciable, entre guillemets, la dette, elle est jamais vraiment bien vue par un investisseur ou un business angel, parce que c'est ce qui sera remboursé en priorité en cas de difficulté. Et du coup, ça peut être perçu.
Ouais, c'est une bonne question. Je pense que donc déjà il y a deux phases. Alors, comment c'est perçu? L'investisseur, lui, a tout intérêt. Alors, il a tout intérêt en fin de compte à endetter son entreprise si cet argent est bien utilisé. Si cet argent va empêcher l'entreprise de fermer, vous comprenez bien que l'investisseur, lui, sera du coup content que l'entreprise fasse ce qu'il faut. Donc ça, c'est la première chose, c'est sécuriser l'entreprise et tout investisseur sera positif là-dessus. Ça, c'est le geste premier du financier, du chef d'entreprise, c'est de sécuriser son entreprise. La deuxième chose, c'est s'endetter plus que ce qui est nécessaire pour l'entreprise. Là, une entreprise endettée, il faut bien comprendre qu'une entreprise endettée, c'est une des règles financières, n'est pas forcément une entreprise mal cotée. La preuve en est, la théorie financière, c'est plus vous êtes endetté, plus votre entreprise vaut cher. Pourquoi? Parce que quand vous vous endettez, normalement, quand vous empruntez 1 euro, cet argent-là va vous servir aussi à développer votre entreprise. Donc, normalement, quand vous empruntez 1 euro, vous allez peut-être en faire 2, 3, 4, et du coup, ça va faire prendre de la valeur à votre entreprise. Donc, à condition que cet argent-là soit bien utilisé, ça peut être même une opportunité de financement. Et ça, on en vient au troisième point, c'est d'éviter, pourquoi pas, des levées de fonds. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises qui vont en tout cas essayer de saisir l'opportunité pour. Ils avaient prévu une levée de fonds dans les prochains mois. Bon, on va essayer plutôt de s'endetter avec des prêts peu coûteux. J'insiste sur le terme peu coûteux. Et ça va nous empêcher, donc ça va nous éviter, bien sûr, d'être dilués, de refaire des levées de fonds assez rapides. Et ça, ils ont raison. Maintenant, je mets un bémol là-dessus, c'est que le PGE, 1, ne sert pas à ça. 2, donc les banques vont contrôler ce que vous faites, et c'est normal. Il faut bien comprendre que le PGE sert uniquement à financer des besoins liés à la crise, ni votre activité traditionnelle, encore moins suppléer une levée de fonds. Et ça, les banques vont être vigilantes. Pourquoi? Parce que si l'État va faire une photo avant et après, si l'argent n'est pas utilisé pour des besoins de crise, la banque perd sa garantie. Donc là, ils vont contrôler quoi. Ça c'est important. Il faut bien comprendre que c'est finalement une façon de présenter les choses. Si vous dites à vos investisseurs, j'ai dû emprunter 100 000 euros pour financer mes pertes, l'image est négative. Si vous dites à toutes les parties prenantes, j'ai dû emprunter 100 000 euros parce que je suis en train d'investir dans l'adaptation de mon modèle économique pour les années futures, eh bien là, tout le monde comprend très bien. Donc, et en fait, on fait la même chose. On fait la même chose. C'est bien sûr qu'on ne va pas avoir les revenus et bien sûr que ça nous met en difficulté, mais on est en mesure, et c'est en cela que cette mesure est pertinente, hein, on est en mesure aujourd'hui de financer des transformations qui pourront nous être utiles dans les années qui viennent et c'est comme ça qu'il faut les voir. Voilà. Ce n'est pas un financement de perte, c'est un financement de transformation des modèles économiques. Alors ça, c'était le sujet d'après. Alors juste sur la slide d'avant, le PGE ne sert pas à financer vos pertes. Donc ça, Paul l'a très bien dit. Ça veut dire qu'il y a une différence entre un besoin en fonds de roulement que j'ai tenté de vous expliquer, donc un besoin qui est lié à votre activité, des délais de paiement qui s'allongent, et vos pertes. Donc ça, c'est important de bien sur la période si vous avez des pertes de rentabilité. Et donc le problème d'emprunter, donc bien sûr que le PGE couvre ces pertes de rentabilité, bien sûr que vous pouvez emprunter. Le problème c'est que donc il va falloir rembourser. Et comme je vous l'ai dit, quand vous remboursez des pertes, donc c'est rien de plus qu'étaler les pertes que vous allez faire là. Donc l'argent, c'est votre propre argent hein, du dirigeant, de le rembourser sur les prochaines années. Donc quand on n'a pas le choix, ok, mais en fin de compte, quand vous allez rembourser des pertes sur les prochaines années, ça va amputer d'une certaine façon votre capacité d'investir et ça va amputer votre capacité à prendre des risques. Et ça du coup, ça complexifie aussi le futur de votre entreprise. Donc là, la deuxième règle de gestion, après avoir sécurisé votre entreprise, donc la troisième règle, c'est d'arriver à prendre des décisions pour limiter vos pertes de rentabilité actuelles. Donc le chômage partiel, ça c'en est une, mais il y a d'autres décisions selon vos modèles économiques qui vont vous permettre de réduire ces pertes. C'est clé. Pour moi, c'est clé. Plus vous allez réduire vos pertes, plus vous serez fort ensuite
et plus vous allez mieux rattaquer en fait et moins amputer les prochaines années d'exercice, quoi. Donc ça, c'est aussi assez important. On a vu les adaptations de court terme, et notamment financières, pour sauvegarder la trésorerie. Maintenant, on va essayer de se projeter dans qu'est-ce qu'on peut attendre de l'évolution à un horizon un peu plus long. Je vais laisser parler Charles sur ce sujet-là. Oui, donc là l'exercice, c'est de se risquer à des projections sur plus long terme, d'essayer de comprendre comment est-ce que le choc qu'on est en train de vivre va modifier les règles du jeu du marché. Et essentiellement pour alors je parle pas là plus sur une approche B2C, mais on pourra avoir une même réflexion sur une approche B2B avec des structures de filières qui vont bouger, avec des décisions politiques de souveraineté industrielle sur certains domaines particuliers qui vont être prises et qui vont pouvoir modifier les filières. Et là, on est plus sur une approche B2C avec une modification des comportements de consommation. Le point de départ de cette réflexion, c'est qu'on est une seule et même personne et qu'on est à la fois un consommateur qui était de plus en plus exigeant, avec des exigences d'immédiateté, de confort, qui étaient très très élevées. En même temps qu'on est ce consommateur exigeant, on était déjà en train de devenir des citoyens de plus en plus sensibilisés et responsables. Donc là, on est en train de voir que cette proportion-là de notre personnalité est en train de prendre du poids. Il y a eu un article, il y avait un sondage hier de l'Ipsos, il y a un article dessus sur Le Monde ce matin, en disant que sur 5000 personnes, les tendances qui ressortent, c'est que les gens sont concernés par le climat et la santé avant le pouvoir d'achat aujourd'hui. Ça évolue c'est quelque chose qui va avoir un impact très très important. Donc dans nos choix de consommation et dans nos arbitrages de consommation. Et puis le dernier point, c'est qu'on est on est un consommateur exigeant, un citoyen qui se responsabilise, et en même temps on est un collaborateur ou un dirigeant, une dirigeante, une collaboratrice qui en fait a un pouvoir d'achat qui va certainement être très impacté par cette crise. Puisque l'impact économique de cette crise sanitaire est colossal. Hein. L'INSEE vient de publier sa deuxième note chiffrée. Ils avaient, il y a 3 semaines, enfin il y a 15 jours, estimé à 36% la baisse de l'activité économique, du PIB, de la création de richesse. Hier, ils ont confirmé, 15 jours après, c'est 35%. D'accord ? Donc 35% de PIB en moins, c'est 35% de valeur ajoutée créée par les entreprises en moins. Et je vous rappelle que la valeur ajoutée, c'est ce qui permet de payer les salaires. Hein. Ça permet de payer les salaires, ça permet de couvrir les investissements. Donc, on commence à voir l'impact que ça a sur le marché de l'emploi, le nombre de gens qui sont en chômage partiel. Aux États-Unis, comme ils ont un dispositif qui est moins protecteur, ils ont créé 22 millions de chômeurs en 3 semaines, à rapporter une population de 300 et quelques millions de citoyens. Donc, on voit que le collaborateur qui est collaborateur, consommateur, citoyen, en fait, va être pris en étau dans les conséquences de ce choc. Et il va falloir anticiper, et il va falloir que les entreprises anticipent comment adapter l'offre pour maintenir un degré de satisfaction du consommateur exigeant, pour aller séduire un consommateur qui est un citoyen responsable, qui va avoir envie de mieux consommer, qui va avoir envie de défendre en quelque sorte, ou d'acheter en fonction des valeurs qu'il affiche. C'est le truc où tout le monde a le personnel soignant. Et il y a 2 mois, tout le monde oubliait que quand ils allaient aux urgences, en fait, ils étaient des clients du service des urgences, avec parfois des comportements tout à fait déplacés, voire odieux. Et là maintenant, en fait, tout le monde s'est mis d'accord pour dire ah, mais en fait, c'est des gens qui nous sauvent la vie. C'est vrai qu'on avait oublié qu'ils nous sauvaient la vie, quoi. Et c'était pas un prestataire de santé, c'est d'autres gens qui sauvent la vie de citoyens. Donc, consommateurs, citoyens, et puis collaborateurs, il va aussi certainement y avoir des arbitrages, comme le disait Paul, dans les entreprises, avec des gens qui vont choisir de quitter les entreprises ou d'en rejoindre d'autres, ou de travailler différemment sur des choix de vie qui auront été impactés par toute cette période de crise.
Donc on est sur une logique où il faut être en veille maximale, soit aussi bien en veille par rapport à ses clients actuels, à des potentiels nouveaux clients, mais aussi en veille par rapport aux attentes de ses collaborateurs. C'est un peu ça le message? Oui, c'est-à-dire que la crise sur les individus va avoir des impacts colossaux à l'intérieur des entreprises par le fait que ce sont des collaborateurs et à l'extérieur de l'entreprise par le fait que ce sont des clients. Oui, la construction de la confiance, c'est un des grands sujets de Charles, hein. La construction de la confiance, c'est une construction qui se fait d'individu à individu. Et aujourd'hui, tous les outils nous permettent de nous connecter aux individus beaucoup plus qu'aux institutions. Et on peut bâtir de la confiance. Et aujourd'hui, on est dans une situation où la sensibilité de chacun est un petit peu renforcée parce que on a affaire à une situation chaotique, on n'a pas l'habitude, on a perdu nos repères. Et donc, il y a des changements culturels qui vont être profonds et qui vont durer. Et ça concerne effectivement tout notre environnement, tout notre entourage, tout notre réseau, tant les clients que les fournisseurs, que les collaborateurs. Ouais, à ce compte-là, j'ai peut-être une petite illustration à faire. Nous, on a une entreprise qui est locale, qui était dans la chimie, et on en a une autre qui est dans le textile. Donc deux activités qui nécessitaient quand même pas mal de proximité. Et donc, il y a avec un ralentissement d'activité sur les deux entreprises et l'écoute des besoins sur le territoire de Castres leur a permis de rapidement étudier la possibilité de s'équiper pour justement soit produire des masques, soit produire du gel hydroalcoolique. Et c'est deux entreprises qui ont mis, on va dire, 3 semaines, 1 mois à faire ce pivot-là, parce qu'à l'écoute très tôt, très précocement de besoins marchés, de remontées clients, et même de clients qui n'étaient pas des clients, des clients existants pour l'entreprise. Donc ils ont été capables de sentir ça parce qu'on veille. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant comme approche. Et ce qu'il faut anticiper également, c'est que les politiques ont exactement la même réflexion. Donc il va y avoir des décisions politiques, parce que les politiques vont avoir la mission d'être réélus après cette crise-là. Donc ils vont prendre tout un tas de décisions qui vont jouer sur ces perceptions-là, sur ces attentes-là, sur ces sensibilités-là, et qui vont redessiner certaines filières industrielles en France. Et qui étaient des choix forts, hein, et qui auraient pu être faits avant, mais qui ils n'étaient pas, enfin, pas dire du mal des politiques, mais certainement pas assez, avec une vision suffisamment forte et courageuse pour porter ces décisions-là. Et là, en fait, on voit mal comment est-ce ils ne vont pas devoir s'embarquer sur des politiques de réindustrialisation. Alors, c'est pas forcément qu'à l'échelle de la France, mais c'est certainement à l'échelle de l'Europe, pour répondre à ces attentes-là et à dire à leurs électeurs, mais regardez, on est en train d'avoir des politiques avec des stratégies industrielles par filière, avec des concepts de souveraineté à l'échelle de l'Europe, pour défendre le territoire et pour défendre la population et se préparer à une éventuelle seconde crise. On voit mal comment est-ce que, à la fin de cette crise qu'on est en train de vivre, on pourrait avoir à l'échelle de l'Europe toujours renoncer à fabriquer des masques de protection en Europe, à fabriquer des actifs pour médicaments de première nécessité en Europe, alors qu'on vient de vivre sur 3 mois de crise, 2 mois et demi à se battre avec de l'approvisionnement qui vient d'extérieur de l'Europe. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc ces évolutions chez les citoyens consommateurs qui sont des collaborateurs, qui sont également des électeurs, vont également orienter des stratégies politiques qui vont forcément impacter nos filières et nos entreprises. Okay, si on résume nos messages d'aujourd'hui, la première étape, il faut être sûr de bien comprendre le diagnostic de la situation de chacun. Diagnostic, ça veut dire aller chercher les causes, pas traiter les conséquences, mais aller chercher les causes et traiter les causes. Ensuite, on est toujours dans un problème de cohérence et de bon équilibre. C'est pour ça que cet exemple, la façon dont on visualise, dont on vous a montré la visualisation du modèle économique, permet de simplifier et de comprendre très vite à chacun de l'équilibre qu'il est en train d'établir.
il nous faut en permanence être en veille et du coup apprendre. Notre stratégie aujourd'hui, c'est pas simplement avoir un plan opportuniste, c'est être capable de s'adapter, pas quoi qu'il arrive, mais dans la plupart des situations qui pourraient bien arriver, qui sont probables. Et ça, c'est plus difficile. Et enfin, il faut savoir se diversifier pour se sécuriser. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple simple, hein. On travaille de manière très importante avec un client qui est en grande difficulté, qui est dans l'événementiel, et on pense sérieusement qu'il ne pourra pas nous payer, mais on travaille à fond pour lui, pour l'aider à survivre. Donc, Ouais. j'en viens à la conclusion si vous retenez qu'une phrase, hein, de toute cette conférence, c'est il faut bâtir votre. Aujourd'hui, le réseau, on a tous les outils qui nous permettent de bâtir du réseau, mais on l'a fait de manière parfois un petit peu soit intéressée, soit frivole. Le réseau, c'est aider les gens qu'on peut aider. Et si on aide, le bénévolat est une très très bonne façon d'aider et il faut du bénévolat. Maintenant, il faut aussi pouvoir vivre, il faut aussi pouvoir avoir une offre cohérente, sérieuse. Les gens que vous aidez en bénévole, ils s'en souviendront, ça c'est sûr. Voilà, c'était le message voilà, sur le réseau. Et c'est lié justement à tous ces comportements de consommateurs aussi. De solliciter votre réseau, mais sans forcément attendre en retour, d'essayer d'aider vos personnes, de bâtir de la confiance. En fin de compte, ça va vous permettre aussi de continuer sous une certaine forme ou une autre votre activité, et ça va vous permettre aussi d'avoir de l'information sur le marché. Charles l'a très bien dit, il va y avoir des décisions qui vont être prises après par nos politiques, par différents acteurs. Il va y avoir des changements durables sur l'environnement, sur les modèles économiques. Plus vous serez proche du terreau, plus vous serez proche de vos acteurs clés dans vos marchés, de vos clients, des partenaires, voire même d'anciens concurrents, plus vous allez être en veille sur ces concurrents, plus en fait vous allez nourrir vos idées, plus vous allez nourrir en fin de compte votre benchmark, votre veille, et plus avec cette information, plus vous aurez donc des idées adaptées. Et comme par hasard, comme vous aurez aidé votre réseau, comme vous aurez construit des opportunités autour de vous, quand vous aurez la bonne idée, vous aurez des personnes autour, vous aurez déjà en fait toutes les conditions qui vous permettent de réussir et pour le bien de votre société, justement vous aurez tout l'environnement nécessaire à votre réussite. Et c'est ça, et c'est ça qu'on veut faire passer comme message. C'est ça pour nous, activer le réseau. C'est vraiment ne pas regarder uniquement le court terme, mais aller à fond sur le long terme aussi, et vous aurez des effets positifs sur l'ensemble de votre modèle économique. Ok. Alors moi j'ai quelques questions qui m'avaient été posées par mail que je vais vous remonter. Et puis n'hésitez pas s'il y en a d'autres dans le chat à faire suivre. Oui. Une première question, c'est une entreprise qui est sur le bassin, qui est une entreprise qui fait du développement logiciel. Aujourd'hui, ils ont des clients parce qu'ils fonctionnent sur l'inertie des commandes qui avaient été passées avant. Ils arrivent à télétravailler, donc ils arrivent à produire par rapport à ça. Par contre, ce qu'ils redoutent, c'est l'après et le fait qu'en fait, leurs clients, leurs futurs nouveaux clients, ne prioriseront probablement pas le numérique dans leur activité, vont se focaliser sur une activité plutôt vitale, qui est le cœur d'activité, et pas du tout le digital. Donc, ils ont peur d'avoir un creux d'activité à la reprise août, septembre, octobre, et du coup d'être pénalisés à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme stratégie d'anticipation pour peut-être rajouter des choses dans leur modèle éco, dans leur offre, pour s'affranchir de ça? Est-ce que vous avez des exemples dans le digital qui se sont un peu posé la même question et que vous avez pu accompagner? Je peux déjà donner un premier avis là.
il faut raisonner par grandes filières. C'est-à-dire que toutes les sociétés qui sont dans le domaine du développement informatique, du développement du digital, sont des sociétés pour lesquelles il y a une demande forte. Donc, il y a des besoins. Simplement, là, la crise fait qu'un certain nombre de filières sont en très grande difficulté et elles sont obligées de couper tous les coûts qui ne sont pas directement nécessaires. Donc, c'est le cas évidemment dans le domaine de la restauration, mais aussi dans le domaine de la grande distribution, dans le domaine de l'aérien, hein, pour nos amis toulousains. Donc, il faut bien comprendre qu'on peut tout à fait se retrouver avec des annulations complètes de projets d'un certain nombre de secteurs d'activité parce qu'ils veulent faire des économies rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin. Il y a des besoins qui sont très forts et donc toute la difficulté des personnes qui sont dans ces secteurs-là, c'est que si elles ont bâti du savoir-faire qui convient bien à une filière donnée, mais que cette filière leur annule toutes les commandes, il va falloir qu'elles arrivent à trouver en quoi ce savoir-faire va pouvoir aider les filières qui, elles, vont avoir des besoins importants de reconversion et de modification. Je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Je peux peut-être ajouter quelque chose. Moi, ma perception, c'est qu'il ne faut pas opposer le physique et le digital. Ça, c'est le premier point. Et on est en train aussi de voir que le digital, que certains diabolisaient un peu, finalement, c'est pas si mal que ça. Moi, mes parents qui ont 72 ans ont installé WhatsApp et chat ou font des appels vidéo avec leurs petits-enfants. Alors que mon père pensait que c'était le diable, WhatsApp. Donc ça permet quand même de voir que bon, là on a ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Paul tout à l'heure, c'est ce qu'on pensait qui était impossible, on l'a rendu possible. On s'est rendu compte que finalement c'était possible. Donc il y a des barrières qu'on a franchies et une fois qu'on les a franchies, on ne revient pas en arrière. Donc je pense que dans l'usage du digital, là, en 2 mois et demi, on a fait des choses que personne n'imaginait pouvoir faire avant. Et ça, on ne va pas oublier qu'on l'avait fait. Donc, ça élargit le champ des possibles par la suite. Et moi, je me trompe, mais je pense que le digital va continuer à prendre de plus en plus d'ampleur, que ce soit un canal de distribution B2C ou que ce soit un canal de collaboration B2B. Je pense que ça va continuer à se développer. Il faut pas l'opposer au physique. Et certainement qu'on va, en sortie de crise, inventer un nouveau modèle. Il ne faut pas non plus oublier que la sortie de crise, elle ne va pas se faire dans la nuit du 11 au 12 mai. La sortie de crise, on va mettre plusieurs mois. Hein. Donc, on nous annonce la reprise de l'école le 11 mai. Moi, je crois que j'ai un de mes fils qui va reprendre finalement, c'est que le 18, et l'autre, c'est que le 25. Et encore, c'est pas sûr. Donc, le 11 mai, c'est pas dit qu'on voit beaucoup de différence entre le 10 mai et le 11 mai. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Et sur la transformation d'un certain nombre de secteurs va être profonde et lourde. Je fais des cours depuis des années dans 2 universités, hein, et jamais les universités, enfin, c'était vraiment les exceptions, ceux qui avaient mis en place des supports de formation en ligne. Ben aujourd'hui, ça y est, les universités nous demandent de faire des formations en distanciel, de faire des formations en ligne. Donc, et là, les besoins sont gigantesques. Hein. C'est-à-dire que la transformation, il va y avoir des besoins, encore faut-il les détecter et être capable d'y répondre. Ouais, voilà, c'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est un excellent cas, c'est un excellent exemple en fait pour illustrer ce qu'on a essayé de vous transmettre aujourd'hui. Donc si on peut le traduire, assurer le bon diagnostic, c'est ça. Donc ce qu'on peut conseiller aux dirigeants, c'est déjà de bien identifier ce qui fonctionne chez lui. C'est vraiment ses forces, l'attente de ses clients. Paul l'a très bien dit, il y a tout un pan de notre société qui va être en grande difficulté, d'autres qui vont devoir s'adapter. Donc ça va créer aussi des opportunités. Donc une fois qu'on a bien diagnostiqué là où on était bon, nos forces et ce qui fait en fin de compte notre valeur. Une fois qu'on a bien diagnostiqué les nouvelles opportunités et ce que peuvent attendre nos clients, voire même certaines niches qui ont été créées par ces opportunités-là, il va falloir arriver à s'y positionner. Et ça, c'est tout le travail de stratégie. Hein. C'est d'arriver à avoir un diagnostic juste de ses forces et arriver à avoir un diagnostic juste des attentes du marché. Et c'est là où on arrive à répondre à certaines opportunités. Donc, c'est tout ce travail de veille, c'est tout ce travail de réseau, c'est tout ce travail
d'ajustement en fait qui va faire que les bonnes opportunités seront saisies et qui va faire que cette entreprise-là va pouvoir arriver à faire muter son modèle, voire même proposer des nouvelles offres totalement inenvisageables avant la crise. C'est ça moi, c'est le message que je peux faire passer, c'est d'avoir un diagnostic précis et sincère du marché et de ses forces aussi. Ouais. Là-dessus, je voulais juste faire un petit point particulier. En fait, analyser, mettre en place des actions, peut-être investir sur des nouveaux outils ou lancer un programme de recherche spécifique vers un nouvel axe, c'est des choses qui vont émerger forcément. Il y a beaucoup d'entreprises qui se demandent comment faire, comment le financer également. Et Voilà, ce qui était évoqué dans la slide de sécuriser avec les dispositifs d'aide, on va dire trésorerie court terme, c'est une chose, mais il y a aussi des dispositifs d'aide qui ont été pensés financièrement pour rebondir et anticiper la reprise, avec un petit parallèle sur un dispositif qui a été mis en place par la région. Donc, je pense qu'à travers le chat et à travers les inscrits aujourd'hui, on a essentiellement des entreprises ou des porteurs de projets régionaux. Il y a un dispositif qui s'appelle le Passe Rebond, qui est un dispositif c'est de la subvention, qui a pour vocation à financer de l'investissement immatériel ou matériel, justement pour pivoter, réorienter certaines de ces activités, repenser certaines de ces activités dans cette logique de reprise. Je pense que ça peut valoir le coup si certains d'entre vous sont intéressés de creuser un peu l'info. N'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à ça, parce que nous, on l'a déjà mis en application pour 5 ou 6 entreprises de notre technopole. Et clairement, il faut mettre de l'huile dans les rouages. C'est-à-dire qu'à un moment, on identifie peut-être des pistes, mais on ne sait pas comment y aller parce que financièrement, c'est une charge en plus. Il faut imaginer qu'il y a des dispositifs qui peuvent aider à prendre en charge ces dépenses intelligemment. On a mis l'accent sur deux choses. Il y avait le côté santé. La télémédecine est une activité qui est en pleine explosion. Comme on le disait tout à l'heure, c'était le diable avant. Bon, il y avait beaucoup de gens qui étaient sceptiques. Je pense qu'après coup, il y a beaucoup de sceptiques qui ne le seront plus. Ça, c'était un premier exemple. Nous, on le voit parce qu'une de nos activités phares, c'est la santé digitale. Donc, on suit cette tendance-là depuis longtemps. Et après, tout ce qui est la formation à distance. Et ça, c'est vous le disiez aussi. On a une entreprise qui forme, qui est sur des produits de santé cosmétiques, qui forme ses commerciaux et ses distributeurs un peu partout dans le monde et qui normalement réalisait ses formations présentielles, donc aller voir tout son réseau et animer son réseau physiquement. Ils ont mis en place pas mal d'outils, notamment du e-learning, notamment des conférences scientifiques, des téléconférences scientifiques. Et pour le coup, effectivement, le digital, et ils ont investi là-dedans assez massivement parce que conscient que d'un point de vue technologique, d'un point de vue efficacité d'entreprise, c'était une opportunité. Conscient aussi que le modèle avec les transports, les déplacements, d'un point de vue écologique, c'est quelque chose qui pose aussi de gros problèmes. Et donc, ils ont souhaité faire d'une pierre deux coups, gagner en efficacité et également réduire leur impact environnemental. Ça, c'est aussi une bonne pratique. On imagine que le digital, c'est surtout pour se faciliter la vie au quotidien, mais ça a aussi une répercussion super intéressante sur la partie environnementale. Donc, on touche un peu aussi au modèle économique à travers ça. Le digital permet deux choses. Il permet de réduire des déplacements d'une part. L'autre avantage du digital, c'est qu'en général, il permet de réduire les coûts variables de production, de livraison, du service ou du bien. Et quand on est sur un marché qui va baisser en valeur parce que les conséquences économiques du choc qu'on vit, en fait, comme je le disais, vont baisser les revenus. Donc, il va y avoir des arbitrages de consommation qui vont être assez importants. Donc, la taille des marchés va se réduire avec toujours autant de clients. C'est très compliqué pour une entreprise de se dire qu'elle doit servir autant de clients qu'avant, voire plus de clients qu'avant, avec moins de revenus qu'avant. C'est globalement impossible, mis à part si on change son modèle économique. Et en fait, en utilisant le levier du digital, en fait, on est capable de relever ce challenge-là, qui est en fait de transformer son modèle pour minimiser les coûts variables et être capable de livrer de plus en plus de gens et en faisant au final en ayant une rentabilité qui soit au moins aussi intéressante qu'avant. Ouais.
On avait une question, en fait, qui touchait un petit peu à la partie stratégique, je pense. C'est plutôt, est-ce que la crise qu'on vit actuellement et du coup les faiblesses qu'on détecte dans son activité au quotidien sont des opportunités pour peut-être internaliser certaines fonctions pour lesquelles on dépendait de partenaires extérieurs ou carrément racheter ou s'associer ou créer des alliances, entre guillemets, pour avoir plus de compétences et faire un peu plus bloc. Est-ce que ça, vous avez pu le voir dans votre suivi d'entreprise, ce genre d'internalisation ou d'acquisition d'entreprise? C'est pas nouveau, hein, cette problématique internalisation et externalisation. Ce qui est, disons qu'il y a toujours la tendance historique des entreprises, c'était de réduire les coûts fixes. Parce que les coûts fixes, alors les salaires, les coûts qui reviennent tous les mois, les coûts fixes, je suis sûr de les avoir même si je vends rien. Voilà. Donc l'objectif, c'était de variabiliser au maximum les coûts de manière à réduire l'ampleur du risque que je prends dans mon activité. Ça, c'était une tendance qui était très, très lourde et très accélérée, cette externalisation, et au point qu'on en a oublié qu'on externalisait certaines fonctions cœur de métier de l'entreprise. C'est-à-dire quand vous externalisez votre informatique, par exemple, hein, et c'était une tendance lourde, on externalisait le service informatique, du coup on paye au ticket plutôt que d'avoir des salariés qu'il faut gérer. En plus, les informaticiens ne sont pas des salariés faciles à gérer parce qu'ils ont leur code, ils ont leur façon de fonctionner. Donc, bien souvent, cette externalisation-là s'est faite aux dépens de la compétence de l'entreprise elle-même pour produire son offre, donc de son cœur de métier. Et donc, cette crise-là, finalement, nous fait réfléchir. Elle nous fait réfléchir à l'échelle du pays, mais elle doit faire réfléchir à l'échelle de l'entreprise sur qu'est-ce qui est le cœur de mon modèle économique, quel est le cœur de mon offre. Et ça, si je l'externalise, j'ai plus d'offre. Je ne sais pas si je réponds bien. On va avoir aussi des phénomènes de consolidation, hein, parce que les sociétés vont se retrouver en difficulté et d'autres qui auront des moyens de financement auront des opportunités de rachat de concurrents, de rachat de partenaires. Forcément, mais il va y avoir beaucoup de mouvements. On va rien réinventer. Chaque cycle, chaque cycle, c'est pareil. Il y a les entreprises qui vont sortir grandies de cette crise, d'autres affaiblies. Et il y aura toute une phase de diversification des entreprises justement qui ont le cash pour le faire et l'internalisation, donc rachetée par de la croissance extérieure d'autres entreprises qui en plus par rapport à la crise seront affaiblies et donc moins chères, seront des opportunités pour ceux qui peuvent le faire. Donc ça, il y aura ce phénomène comme pour toute crise. Maintenant, c'est là où il faut essayer d'être dans le bon wagon, quoi. Ouais. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est que au moins on tire les bonnes leçons de cette crise et qu'on essaie de construire quelque chose de plus durable, de plus responsable que ce sur quoi on était auparavant. Ouais, je pense que chacun a mis en place des bonnes pratiques, hein. On a tous dû s'adapter. Certains ont tout changé, d'autres ont rajouté des activités qu'ils n'avaient pas. Le digital a amené beaucoup de choses et c'est un bon point. On voit que l'environnement se porte mieux aussi. Donc, tout ça, c'est sûr que ça laissera forcément des traces, je pense, et j'espère positives pour la suite. Et c'est ça qui inspire aussi les nouveaux modèles économiques. Je pense que d'un point de vue investisseur, parce que je sais que vous avez aussi cette casquette-là chez IDEA, c'est des choses que vous devez surveiller en termes de tendance et d'orientation des entreprises. La dimension digitale et environnementale doit être au cœur de vos. C'est très clair. L'entreprise dans laquelle on souhaite investir, nous, c'est d'abord des personnes, des gens dans lesquels on croit. Et croire, ça veut dire beaucoup, hein. Ça veut dire qu'on pense qu'on peut leur faire confiance et qu'on peut, c'est vraiment un acte qui va loin, hein. C'est-à-dire on s'engage avec eux sur le long terme, mais aussi sur un projet
qui nous semble être un projet qui a du sens. Voilà. Et ça a toujours été ce qu'on voulait faire, mais alors là, du coup, maintenant, c'est très, très clairement la tendance qu'il faut avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, vous savez, on va très probablement avoir un changement. Depuis des années, j'alerte sur la course à la levée de fonds. Hein. Il y avait une course un peu effrénée à qui allait faire la plus grosse levée de fonds de manière parfois totalement inconsidérée, c'est-à-dire qu'on n'était même pas sûr d'avoir besoin de ces fonds et de les utiliser efficacement. Et aujourd'hui, je pense qu'on va, il y a de l'argent, il y a toujours moyen de se financer, mais il faut financer des projets qui ont du sens, qui sont responsables et qui ont donc une vision de long terme et qui n'ont pas une vision de je revends dans 3 ans en faisant une plus-value de 300%. Voilà. Alors, je peux comprendre que certains se disent moi, je veux me lancer pour faire une plus-value assez rapidement. Si le projet qu'ils lancent a du sens, très bien. Hein. C'est clair que nous, on va investir dans des projets, dans des gens qui sont à la fois crédibles et qui sont responsables. Ça, c'est sûr. Après, la vision vous êtes plutôt, oui, la vision d'un fonds d'investissement, elle est plus rentabilité. La vision d'un réseau de business angel, elle est plus, on va dire, philosophique aussi, être en adéquation. J'avais une question qui m'est remontée par SMS. Il y a des fonds solidaires aussi. Hein. Il y a des fonds avec des stratégies d'investissement RSE. Nous, on travaille avec certains d'entre eux qui investissent des sommes importantes dans des entreprises, on va dire, à vocation solidaire ou alors avec une vision ultra responsable. Responsable. Il faut les deux. Et il ne faut pas que les organismes de l'économie sociale et solidaire pensent que leur modèle économique ne doivent pas être cohérents et équilibrés. Vous voyez, et il faut les deux. Il faut toujours avoir un retour sur investissement, sinon vous n'aurez pas d'argent. Ouais, j'ai une dernière question, une question qui m'est remontée par SMS qui touche un peu qui touche pleinement le modèle économique. Selon vous, est-ce qu'il y a un modèle qui s'en sort mieux que l'autre entre le B2B et le B2C? Et est-ce qu'une entreprise qui propose une offre sur les deux secteurs, donc B2B et B2C, c'est pertinent? Est-ce que se forcer à dupliquer ou à dédoubler son modèle économique, c'est une bonne stratégie selon vous? Je ne sais pas si la question est claire. Alors, à mon avis, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que je pense que le B2B a été touché et impacté plus rapidement que le B2C, parce que le B2C, on a l'amortissement du paiement des salaires. Donc, en termes de pouvoir d'achat et en termes de consommation, je pense qu'il y a l'atterrissage est un peu moins dur que le B2B. Après, l'autre question par rapport à ça, c'est que de toute façon, il y a une tendance qui est très forte, c'est la réduction des chaînes de valeur des filières. Alors, du coup, le numérique joue un rôle prépondérant là-dedans. C'est-à-dire qu'avant, les constructeurs passaient par tout un tas d'intermédiaires pour toucher le consommateur final. Maintenant, grâce aux outils numériques et aux stratégies digitales, les constructeurs, en fait, ont vocation et ont l'ambition de traiter directement avec les utilisateurs finaux de leurs produits ou de leurs services. Donc, de toute façon, il y avait déjà cette tendance forte de contraction des filières et des chaînes de valeur sur les industries. Et ça va forcément continuer à se renforcer parce que, comme je le disais tout à l'heure, PIB en chute libre. Là, on est sur des scénarios, le gouvernement annonce toujours 6 ou 7% de contraction du PIB. Moi, je pense qu'il faut, si on arrive à faire moins de 10, ça sera déjà un petit miracle. Ça veut dire que ce PIB, c'est de la valeur ajoutée en moins. Les stratégies des entreprises vont forcément essayer de récupérer de la valeur ajoutée. Donc, ça va se faire certainement aux dépens d'intermédiaires qui étaient en dessous d'elles, entre elles et le consommateur final. Donc, on va avoir de plus en plus de stratégies pour aller toucher directement les consommateurs finaux et de raccourcissement des filières. C'est quelque chose que je pense qui c'était déjà en œuvre avant. Et là, en fait, il n'y a aucune raison que, pour moi, ça serait un non-sens que ce phénomène-là se ralentisse. Ouais. On va une
simplification de la chaîne de valeur, quoi, avec de moins en moins d'intermédiaires ou ça va aussi dans le sens d'intégrer des fonctions et des compétences en interne alors qu'on faisait appel à un réseau de multiples partenaires. C'est aussi vers ça qu'on tend, quoi. Peut-être une simplification des modèles pour aller à l'essentiel, quoi. C'est pas facile de mélanger B2B et B2C parce que c'est pas les mêmes façons, c'est pas le même marketing, c'est pas la même commercialisation, c'est pas la même offre. Donc c'est pas facile. Par contre, si on se contente, si on ne va pas chercher ce que veut le client final, si on n'a pas le retour direct des besoins du client final, on loupe tout un tas de facteurs clés de succès à l'intérieur de la filière. C'est pour ça que c'est peut-être pas facile, c'est peut-être plus difficile à mettre en œuvre, c'est peut-être parfois moins rentable, mais sur le long terme, ça permet de mieux détecter les évolutions des besoins et qui vont impacter tous les acteurs. Donc, moi, c'est pas du tout inutile d'avoir une présence B2C et B2B. Ouais, là-dessus, j'ai un petit exemple. C'est pas pour répondre un peu à cette question. Alors, certes, il y a des tendances de marché, mais la priorité, c'est vraiment aussi de se rapprocher sur ce que chaque entreprise est capable de faire, ce que leurs clients, les facteurs clés de succès de leurs clients, ce que leurs clients attendent. J'ai un petit exemple là-dessus. On a accompagné une entreprise qui faisait justement des cadres, donc des cadres aluminium pour les fenêtres, donc pour des fenêtres, pour tout ce qui est menuiserie. Ils ont des machines qui sont vraiment très innovantes, donc ils ont un marché là-dessus qui est assez sécurisé, avec des clients fidèles en B2B, 100% en B2B, et pour un montant de chiffre d'affaires de 600 000 euros, sur un modèle qui fonctionne très bien. Bon, ben, ce qu'ils ont essayé de se dire, c'est bon, ben, on veut faire un site internet pour essayer de toucher des clients B2C. Pourquoi pas? Et ils nous ont sollicité dans ce cadre-là faire leur site internet. Donc, toute bonne agence digitale aurait fait le site internet en regardant un petit peu ce qui se faisait à côté, faire un beau site internet, pas de problème. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rentrer un peu dans le modèle économique et de décomposer un petit peu ça. Donc, ils avaient comme objectif d'atteindre les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. OK. Donc, on a commencé à regarder est-ce qu'ils étaient capables d'assurer cette production-là. Là, ils faisaient 600 000. Ils avaient déjà des bâtiments qui étaient limités en termes de taille. Bon, ben, faire 2 millions d'euros en 3 ans, c'est multiplier par 3 le chiffre d'affaires, donc multiplier par 3 la production. Et ça, ils étaient déjà pas capables de le faire. Donc, ni en termes d'espace, ni en termes de bâtiments, ni en termes financiers, puisqu'il fallait multiplier par 3 aussi le nombre de machines, le nombre de salariés. Et ça, on a très vite vu que ce rythme de croissance était très compliqué à tenir. On a aussi vu que c'était un changement de toute la chaîne de valeur et un changement de tout le modèle d'entreprise, à savoir que là, ils livrent 3 gros clients. Les clients viennent chercher, donc ils livrent même pas, les clients viennent chercher chez eux la fabrication et tout se passe bien. Là, en B2C, c'était au niveau national, donc il fallait être capable d'assurer la livraison de commandes beaucoup plus petites. Donc, au lieu de partir sur des commandes de 100 000 euros, on était sur des commandes de 1 000 à 2 000 euros. Donc, ça veut dire qu'il fallait toute une chaîne logistique derrière, capable de déjà recevoir les commandes d'un point de vue digital, facturer, ensuite produire et envoyer des commandes de 1 000, 2 000 euros à travers toute la France. Donc, là-dessus, c'était aussi un nouveau modèle économique. Donc, où il fallait recruter toute une nouvelle équipe en fait pour s'occuper de ce business-là. Et c'était plus du tout les mêmes rentabilités, puisque sur Internet, on se confrontait à une nouvelle concurrence avec des produits, avec des prix plus bas. Donc, ça leur imposait aussi de communiquer leurs prix donc sur leur site Internet. Et là, on se rendait compte qu'ils communiquaient des prix beaucoup plus bas que ce qu'ils vendaient à certains clients, donc à leurs 3 gros clients. Et en plus, ils se rendaient compte que leurs 3 gros clients n'avaient pas les mêmes prix. Donc là aussi, il y a une transparence sur les prix qui n'était pas du tout intéressante pour eux. Et on se rendait compte que du coup, les prix communiqués sur Internet étaient plutôt 20 à 25% plus bas que ce qu'ils vendaient actuellement. Donc, que ce qu'ils vendaient. Il est évident que leurs clients traditionnels auraient voulu des prix rabaissés et ils n'étaient pas du tout capables de produire à moins 25%, donc de perdre 25% de marge. C'était pas du tout possible pour eux non plus. Donc on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça peut paraître. Encore une fois, on aurait fait le site internet comme ils nous l'avaient demandé sans se poser les questions derrière.
ils auraient vendu, mais ils auraient probablement coulé la boîte, alors que cette boîte-là fonctionne très très bien. Donc, il y a peut-être des possibilités sur du B2C. Il y a des tendances il y a des tendances de fond sur du B2C, des tendances, mais là aussi, ça dépend tout de votre modèle économique et de ce que vous êtes capable de faire ou pas, et des changements que vous êtes capable d'accepter aussi, à la fois d'un point de vue modèle, d'un point de vue équipe, donc d'un point de vue, on va dire, architecture, mais aussi d'un point de vue financier. Est-ce que votre boîte est capable de financer cette croissance-là? Est-ce que votre boîte est capable de garder un niveau de rentabilité? Est-ce que votre entreprise est capable de bien financer pour financer le besoin en fonds de roulement et arriver à financer la croissance? Ça, c'est encore d'autres sujets. Donc, il faut pas non plus se précipiter sur les tendances de marché. Il faut aussi bien comprendre ce que votre entreprise est capable et comment votre entreprise est capable de s'adapter. Donc Ouais, ça, c'était on voit que ça fait appel à plusieurs compétences. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas tous ces éléments-là, on ne maîtrise pas forcément tout ça seul en interne, en fonction des tailles d'entreprise. Ça sous-entend fortement que le comptable est impliqué, le banquier est impliqué, les conseils, les avocats, la communication, elle est parfois internalisée, mais également externalisée. Tout ça, c'est pour ça que l'entreprise doit se rapprocher aussi de tous ces supports au quotidien pour prendre les bonnes décisions. Parce que on peut imaginer que dans une grosse boîte, tout ça soit interne et bien pensé. Dans une petite structure, ça peut paraître dingue de maîtriser tous ces éléments-là tout seul. c'est Il y a le impossible. réseau autour de soi. C'est impossible, on est d'accord. Voilà, c'est ça. On va rassurer tous les dirigeants. On est nous-mêmes dirigeants d'autres entreprises et nous-mêmes, on n'est pas capable de tout faire. Aujourd'hui, le dirigeant, c'est plus un cockpit, un cockpit d'avion, je vais y arriver, avec vraiment plein de compétences à avoir. Et le dirigeant ne peut pas tout faire. Donc, par contre, le dirigeant peut être informé de ça et comprendre les risques. Et c'est les messages qu'on essaie de transmettre aujourd'hui. C'est vraiment de comprendre les risques, d'être familier avec ces risques-là, et en effet de solliciter les bonnes personnes pour répondre et pour essayer de les aider sur ces risques-là. Donc, vous l'avez très bien dit, les experts comptables, le banquier, en fait, tout le réseau de l'entreprise va permettre de répondre à ces problématiques-là. Mais il faut bien aussi mesurer ce que chacun est capable de faire. On ne va pas parler aujourd'hui des modèles économiques des experts comptables, mais voilà, l'expert comptable est traditionnellement un peu plus dans le passé que dans la prévision. Donc voilà, il faut solliciter les bonnes personnes sur leur bonne zone de compétences. C'est aussi ça le message, quoi. Et on ne demande pas aux dirigeants de tout maîtriser. Par contre, il faut que le dirigeant moderne, pour arriver à faire évoluer son entreprise dans le bon sens, soit informé de ça et soit informé de tous les risques pour son entreprise. Mais en aucun cas, un dirigeant ne doit tout faire, ça c'est sûr. Et changer ton modèle économique, ça reste un changement hyper très profond, hyper compliqué et assez risqué. Hein. Donc alors là, on a cité des exemples dans le court terme du modèle économique qui pivote, parce que si ça pivote pas, ça disparaît. Et puis il y a des effets d'aubaine, et puis des fois ça se passe bien. Mais ça reste une stratégie très très profonde et finalement assez risquée. Donc il faut. Alors après, après c'est ça la difficulté. C'est ça, je finis là-dessus moi après, mais c'est ça la difficulté, c'est qu'on a un environnement qui est changeant, donc on est obligé d'adapter son modèle économique. Et on l'a très bien vu, c'est assez compliqué de modifier. Donc là-dessus, ce qui marche, et de façon pragmatique, sans monter des usines à gaz et être des grosses entreprises, c'est d'y aller de façon progressive. Donc d'abord tester chez un client, idéalement un partenaire de confiance, arriver à tester son offre, à tester sans que ce soit une offre développée de A à Z de façon parfaite, mais tester en tout cas les fondamentaux de cette offre-là et de regarder les contraintes, de se familiariser avec ça, avec les risques de cette nouvelle offre-là, et de la mettre en place progressivement si on se rend compte que c'est faisable et si on se rend compte que son modèle économique est capable de s'adapter. Plus on va le faire de façon progressive, plus on va au fur et à mesure éluder les risques et on va se rendre compte qu'il y a tout un tas de choses qu'on n'avait pas anticipées, mais c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas.
Par contre, ben, plus vous allez le faire à échelle réduite et plus ben, ce que vous n'avez pas anticipé, donc les problèmes seront à échelle réduite aussi et engageront le moins possible votre entreprise. Donc c'est aussi ça, le modèle, c'est d'essayer de le faire de façon progressive sans que vous preniez des risques qui peuvent ben, être irrémédiables pour votre société, quoi. C'est une méthodologie pour les startups appliquent les startups une méthodologie régulièrement. Oui, c'est ça. On va parler de Lean, on va parler de tout un tas de méthodologies qui théorisent en fait ce concept-là, mais voilà, de façon pragmatique, c'est à portée de tout le monde. C'est en ça que le réseau est très important. C'est que votre idée, il faut la tester. Il faut pas partir d'un modèle immédiat en disant bah, je vais passer en B2C. Absolument. Il faut arriver à le challenger de façon un peu plus progressive et pour le bien de votre boîte en fait. Donc sans pour autant sans pour autant que bien sûr que ça devienne une usine à gaz et que vous sortiez votre projet dans 10 ans alors que c'est trop tard, quoi. Ça c'est sûr. D'accord. Ben, je pense qu'on a tendance à se concentrer. On a souvent tendance à se concentrer sur la technologie, alors que la valeur de l'offre va dépendre de la perception du client. Ouais, j'entends beaucoup d'échos sur la fin de la conférence. Ouais, je pense que vous devez voir quelques micros peut-être qui sont. Ça va mieux là? Non, j'ai un écho important. Ben, après, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde l'heure et je vois que je vais peut-être conclure, mais vous remercier Paul, Charles. Merci pour votre présentation. Merci pour le support. On a pris, je pense, la plupart des questions. Si on en a d'autres, je les relayerai, pas de souci. Et puis, voilà, juste 2 mots pour vous dire que la semaine prochaine, on aura un atelier sur les outils de communication à proprement parler. Donc, ça sera, on avait fait un premier module sur la communication au sens stratégique. Là, maintenant, on va rentrer dans l'opérationnel. Donc, ça viendra en complément. De mémoire, Alexandre, tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'est mercredi. Non, ça va être jeudi à 14h. Jeudi. Donc voilà. Encore merci, Julien, Charles et Paul. Merci à vous. Merci. Super intéressant. Et donc pour tout le monde, on mettra le lien internet de la loi de conférence en ligne. Et là, il y a trop d'écho, donc il va. Merci à tous. Merci Yann. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.